si on appelait le colloque filigrane, c'est évidemment en référence à cette technique qui permet de mettre un dessin sous le dessin. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va essayer, accompagné de nos invités, d'aller un peu plus loin que le dessin finalisé qu'on est habitué à voir, à découvrir dans le livre, et de parcourir en fait le chemin de l'idée jusqu'au dessin. Voilà. Voici Guillaume Desgers. Faut que je prenne mon ordi. Bonjour. Ouais, je prends le. Voilà, après cette couronne mortuaire, je vais quand même raconter une petite blague sur André François. Parce que en fait, j'ai pas fait d'école d'art, contrairement à vous. Donc c'est pour ça que j'ai le droit d'avoir à peu près tout raté. Et bizarrement, je me suis trouvé prof, ce qui est quand même un peu une punition. Peut-être pour les étudiants et pour moi aussi. Enfin, c'était un salaire, donc puisque c'est des choses qui nous intéressent, c'est de l'argent. Quand j'étais adolescent ou post-adolescent, j'avais un professeur de gravure qui était une femme extraordinaire qui s'appelait Eda Maillet, qui est morte aussi, qui était la conservatrice du musée Freundlich à Pontoise. Otto Freundlich, c'est un peintre très intéressant, un peintre et un pastelliste abstrait très intéressant des années 20-30 et qui, compte tenu de ses origines ethniques, est mort dans un camp en France. Je crois qu'il est mort dans le camp des Milles. Bon, donc Eda Maillet, qui était une dame qui donnait des cours de gravure dans l'école où j'étais, me dit, vu ce que tu dessines, il faut que j'aille te présenter à André François. Donc je suis allé aussi, comme tout le monde, pas à Canossa, mais à Grizzly-les-Plâtres, ça ne s'invente pas, c'est-à-dire l'endroit où habitait André François. Donc je suis allé à Grizzly-les-Plâtres et il a regardé, mais il était assez froid. C'était pas un homme extrêmement chaleureux, aussi brillant a-t-il été. Je pense que c'était évidemment un excellent illustrateur. Un illustrateur rare, justement, qui ne correspond pas forcément à la couronne mortuaire qui a été faite. Extrêmement brillant, inventif, extrêmement pompé aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup inventé. Et le monde de l'illustration est beaucoup dans la réappropriation, pour être juste politiquement correct. Et donc, je vais montrer mes dessins de post-adolescent à André François, et il m'a dit un truc horrible. Il m'a dit, mais vous finirez illustrateur. Et j'étais extrêmement triste. J'ai pris ça comme une baffe. Et 20 ans, non pas 20 ans après, on n'est quand même pas dans du Dumas, mais 15 ans après, par pur hasard, je fais des dessins dans Le Monde, à l'époque où Le Monde publiait beaucoup de dessins, ce qui est probablement plus autorisé maintenant. Il y a des problèmes de... Je sais que le New York Times ou le New Yorker a arrêté beaucoup d'utiliser des dessinateurs parce que c'était trop compliqué. C'est un sujet tout à fait contemporain. Et donc, je fais un truc sur la fête de la musique. Et en face de moi, des pages où je dessinais, il y avait un type qui sortait son cerveau comme un chapeau. Et c'était un dessin d'André François. Donc, bizarrement, je suis poursuivi. Alors, André François, contrairement à Romain Slocombe, est vraiment mort. Donc André François, bizarrement, là j'arrive juste après André François. Je ne sais pas dans quelle vie précédente nous nous sommes rencontrés, mais voilà, c'est très très étonnant pour moi de passer après un tel homme et dont l'œuvre est si intéressante. Je reviens aussi à André François. Une discussion que nous avons eue hier soir avec Blex Bolex. Le gros souci en illustration, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre canonique. Dans les lettres, par exemple, dans la poésie, Baudelaire, l'édition originale des Fleurs du Mal est la même que celle que vous trouvez en folio. André François, les éditions de Delpire sont très belles. Vous parliez tout à l'heure du Père Castor, par exemple, les éditions en litho de Rojankowski sont sublimes. Les éditions en offset de Rojankowski sont à chier. Et donc, en matière d'illustration, il n'y a pas d'édition canonique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment acheter les livres au moment où ils sortent, et après,
après, ils perdent. Vous regardez les éditions originales de Babar et vous regardez les éditions de maintenant de Babar, elles sont tristes par rapport au procédé d'impression. Donc, en fait, l'illustration est globalement tributaire des modes de reproduction. Voilà, c'était juste une note de bas de page, parce que je pense qu'André François est... Je suis très content que nous ayons commencé par André François, dans le sens où c'est vraiment un auteur important. Ce qui a été dit est vrai. Enfin, si tout le monde, si des gens lui rendent autant hommage, c'est qu'il a vraiment compté. Il n'empêche que André François n'est pas réédité. Donc à vous d'aller... je parle aux étudiants, à vous d'aller chiner dans les marchés un livre en litho d'André François ou en procédé offset d'André François ancien. Ça vaut entre 5 et 10 euros. Ça, c'est aussi un gros avantage. À partir du moment où vous devenez spécialiste de l'endroit où vous travaillez, vous verrez que les plus belles choses sont toujours accessibles. C'est pas des choses muséales. Donc voilà, c'était juste une note de bas de page. C'est quand même pas mal de commencer par une digression, une note de bas de page. Maintenant, on va aller dans le vif. Donc je remercie la aide de m'avoir gentiment invité. Je vais faire une présentation générale et après on passera aux images, puisque bizarrement les illustrateurs sont des gens d'images. Et donc je voulais commencer par une citation de Pascal, qui a priori n'est pas un illustrateur, mais qui peut servir à l'illustration. Blaise Pascal, le bien connu, l'homme du Puy-de-Dôme. Nous sommes automates autant qu'esprits. Et sur les carnets, la notion d'automate est intéressante, comme automate quand c'est la saison, évidemment, autant qu'esprit, c'est-à-dire pas forcément juste des automates. Le dessin est très, en quelque sens, automatique, mais aussi esprit. Donc je vais tout d'abord vous donner un descriptif des différentes fonctions que je donne à mes carnets et d'utilisation que j'en fais. Chronologiquement, ça fait un peu plus de 30 ans, au début des années 90 du siècle dernier, 90 du siècle dernier, que je me suis astreint à cette pratique régulière. Acheter un cahier hospitalier et faire des dessins et des collages dedans. La nature du travail et sa destination, au fil des années, a changé profondément. Donc, tel que je suis devant vous, c'est-à-dire moi, vivant... et j'espère que je n'aurai jamais les couronnes mortuaires qu'on vient d'avoir. Je vais vous parler un peu de la typologie des carnets à laquelle je suis arrivé après 30 ans de pratique, et typologie qui est elle-même susceptible de changer. Je veux dire, comme dirait l'autre, ça se fait en se faisant, quoi. Alors, ce qui n'a pas changé en revanche, ce sont les outils et le support et la volonté par la main d'éprouver une idée, un sentiment, une émotion, de fabriquer de l'image, selon ce vieil adage romain, qui est de Pline l'Ancien, nulla dies sine linea. Ça fait toujours bien d'évoquer les pages roses, qui ne disent plus rien à personne, mais les pages roses, c'est dans le dictionnaire Larousse, les pages où il y avait des mots en latin. Et donc, c'était bien, dans un dîner, de dire 2 ou 3 conneries en latin. Donc, ça veut dire « pas un jour sans une ligne ». Je maintiens que « pas un jour sans une ligne » fait partie du dessin de carnet. C'est pourquoi, lorsque je suis devenu enseignant à Strasbourg, alors, ça fait partie des hasards de la vie. J'ai jamais été étudiant en art, mais j'ai fini prof, ce qui est très, très bizarre. J'ai appelé un de mes cours « footing », soulignant la nécessité physique de s'astreindre à une pratique quotidienne du dessin. J'avais à l'époque repris cette phrase de Pascal pour illustrer mon propos « Mettez-vous à genoux et vous prierez ». Donc ça, c'est la phrase que j'avais retenue de mon cours de philo en terminale, parce que j'ai quand même, au moins je suis allé jusqu'à la terminale. Mettez-vous à genoux et vous prierez. Mais la phrase exacte de Pascal est bien plus intéressante. Donc je disais une fausse phrase. Maintenant qu'il y a du fact-checking, je pourrais plus dire autant de fausses choses qu'à l'époque, mais la vraie phrase de Pascal était mettez-vous à genoux et priez, et bientôt vous croirez. Donc dans mon idée, la création artistique serait par sa preuve. Il ne doit pas être question au sein de ces endroits de liberté que l'on s'accorde, ni de beau, ni de bien, ni de mal, ni d'utile. C'est avant tout de faire, de fréquenter ces fondations.
à la suite de Pascal décidément. C'est être superstitieux, de mettre son espérance dans les formalités, mais c'est être superbe ou négligent ou arrogant de ne vouloir s'y soumettre. Comme souvent, Pascal met à dos 2 concepts pour prouver leur inanité. Ne pas mettre sa croyance dans le rituel. Donc, c'est pas parce que vous vous mettez à faire des carnets de dessin que vous serez illustrateur. Mais à l'inverse, tous les matins, j'ouvre mon carnet, je bois un café, je fume une clope. Et inversement, ne pas considérer le rituel comme une chose d'idiot, quoi. Mépriser de la petite routine, un tantinet compulsive, qui du plat de la main caresse la feuille pendant que l'autre se saisit du pinceau ou allume sa clope. Le carnet est dans cet entre-deux et l'épiphanie n'est pas garantie. C'est-à-dire, ça peut ne pas marcher. Donc là, on peut commencer par le PowerPoint. Donc voilà, le premier type de carnet recouvre cette appellation de footing. À l'époque, j'avais appelé le cours footing et compétition. C'est-à-dire, footing, c'était l'entraînement quotidien et compétition, c'était la contrainte. Donc, ça sera la journée de demain. Donc, évidemment, je ne suis pas très bon en compétition. Par contre, en footing, c'est pas mal. Il faut y aller. On ne sait pas où, hors de toute préoccupation, annexe, URSAF, Instagram, ou les impôts, comme dirait David B. Mail à répondre, livre à lire, humain, enfant, parents, conjoint, conjointe. Donc la feuille abolit le contexte. Donc là, on peut y aller. Bon, voilà. Bon, après, on parlera des carnets. La feuille abolit le contexte. L'échange est serré, vite réduit à un petit jeu d'équilibre coloré dans la page. On peut avancer. La formulation d'un petit problème et aussi parfois la recombinaison d'un vocabulaire graphique ancien, le souci de l'automatisme, le désir de réemprunter ses ornières. C'est pour ça que je parle de différence entre automatisme et esprit, entre rituel et invention. Donc ce petit jeu presque quotidien est une sorte de dissection du possible, de piste, ce que Balzac, en parlant de ses carnets de notes, appelait son garde-manger. Il se peut aussi que je pratique 2 carnets à la fois, laisser le temps au dessin de sécher. Et ainsi se passe la matinée avec du café, des cigarettes et possiblement une émission de radio ou une conférence. Il m'arrive aussi parfois de prendre des notes, si cela apporte de l'eau, à un moulin désirable. Il m'arrive aussi de téléphoner longuement et ainsi d'écouter de façon très concentrée mon interlocuteur. Globalement, j'écoute peu, sauf quand je dessine. En fait, le fait de dessiner me permet d'écouter. C'est assez bizarre, c'est comme si je dissociais ma main de mon esprit. On peut continuer Ouais, vas-y, on continue. N'étant ni otage du sens, ni de la vraisemblance, les dessins ne jouent que de leur présence dans la page. Petite solution de problème et mise au point d'un vocabulaire duplicable, réutilisable à la recherche de l'automate. On peut continuer, ça aussi. Donc ça, c'est un carnet depuis 2013. J'aime bien parce que ça fait 10 ans. Je pense que si on avait été en 2024, j'aurais dit 2004 ou 2014. Donc là, ça donne l'impression que ça fait 10 ans. Mais voilà, globalement. Depuis 2013, ces carnets sont pour la plus grande majorité réalisés sur des albums 18e et 19e, avant 1840. Pourquoi avant 1840 ? Parce qu'à partir de 1840, on passe à des papiers mécaniques. Et les papiers ont beaucoup de bois à l'intérieur de la lignite, et la lignite bouffe le papier. Tandis que le papier 18e, alors évidemment le papier 17e, enfin 16e, 17e, 18e et début 19e est de loin le plus beau papier pour travailler. En tout cas pour moi, le plus jouissif. J'ai découvert le papier ancien un peu par hasard et j'en ai fait une pratique pérenne du jour où un ami libraire strasbourgeois m'a offert un livre de contes début 19e en très mauvais état. Quand j'entends en très mauvais état, il était complètement dérelié. Le papier était intact, mais la reliure était complètement morte. Depuis cette première expérience qui d'un seul coup m'a permis de faire évoluer mon dessin, mon sens de l'espace, la concentration des couleurs, j'ai très peu peint sur du papier occidental contemporain. Et les gens me demandent mais comment trouvez-vous des papiers anciens ? Ma réponse est toujours la même, je cherche tout le temps. Globalement, alors ça c'est la deuxième partie, ça. Globalement, je cherche tout le temps du papier. Alors je me sers jamais d'ordinateur. Je déteste la machine, sauf regarder des séries Netflix.
J'écris sur du papier, je dessine sur du papier. Je me sers de l'ordinateur quand j'ai besoin d'étayer des choses que j'ai vues ou des livres ou des gravures que j'ai achetées pour essayer de voir le contexte. Et j'ai un de mes fils, par exemple, qui est étudiant, le pauvre, aux Arts Déco de Paris. Et il a découvert par hasard les fumetti de Buzzati. Les bandes dessinées de Buzzati qui sont des bandes dessinées géniales. Et il s'est rendu compte que les bandes dessinées de Buzzati, ce qui était représenté sur Internet, c'était très très peu par rapport aux livres eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a découvert que le livre était à cet endroit-là plus important que la représentation numérique. Je maintiens que le numérique, à moins que ce soit des œuvres absolument destinées à ce support-là, le numérique arrive toujours en second. Si je pars de livres, de dessins ou de gravures, j'imagine qu'il n'y a pas de jeu vidéo sous forme de livre, et Dieu soit loué. Donc pour un jeu vidéo, effectivement, il vaut mieux consulter son petit écran rétroéclairé. Pour des choses de livres, d'illustration, à partir du moment où elles ont commencé leur vie dans un livre, il vaut mieux aller pour le livre. Bon, après, il y a un deuxième type de carnet. C'est ceux-là. J'ai appelé des carnets de compost, parce que c'est des carnets de recyclage. Donc, je les ai commencé. Alors, j'ai dit que je les ai commencés en 2013, mais en fait, j'ai dû commencer ça un peu plus tard. La forme de... Alors, ça, c'est la forme... On va peut-être faire le machin, là, qui... Ça, c'est la forme des premiers carnets. Ça, c'est la forme des premiers carnets. Donc, évidemment, il n'y a pas de format, il n'y a pas de... Les choses sont telles que je les trouve. Donc, je peux pas... je ne sais pas ce qui va sortir de ça, puisque ça dépend de comment dire, du marché, quoi. En revanche, les carnets de compost dont je vais vous parler maintenant, la forme est très normée. C'est des cahiers sénéliers métis qui coûtent 60 €. Je crois que ça coûte un peu cher. Peut-être pas 60 €, peut-être moins cher. Donc sénélier... pour les, je sais pas, c'est un marchand de papier, donc je pense que ça peut toucher beaucoup de gens dans l'assemblée. Un marchand de papier, c'est un marchand de possibles, en fait, et un marchand de couleurs. Donc ces cahiers, alors celui-ci a été commencé mercredi 22 mai 2019 et a été fini dimanche 23 juin 2019. Donc ce deuxième type de cahier, alors ce deuxième type de cahier, parfois il arrive qu'un dessin longuement pensé ou travaillé n'aboutisse à rien, de la merde, poubelle. Par contre, certaines parties de ces dessins sont plausibles. Et donc, armé d'un scalpel, j'en extrais des filets recyclables et les stocke dans des pochettes. Donc beaucoup de bouts de dessin, pour ainsi dire, au repos, jusqu'au moment où je décide de les réassembler dans un ordre différent. Donc la colle en bâton UFU, une pierre à litho faisant office de presse. Oui, juste un petit comment dirais-je, une note de bas de page technique. Si vous faites des collages, il faut absolument mettre les dessins sous presse après, parce que sinon ça se barre dans tous les sens. Donc là, donc l'opération est très joyeuse. L'art d'accommoder les restes, ce qui est le summum de la cuisine bourgeoise. Et le résultat est très rapide. L'opération demande une grande concentration, pas de bruit ni de conversation téléphonique. Concentration et précision. Le résultat est souvent satisfaisant. On a l'impression de sauver par la métamorphose des heures et des heures de travail raté. Ou raté dans le sens inabouti.
excusez-moi, je me lis mal. Oui. Et c'est là où la notion de vocabulaire mise en place dans les premiers carnets prend tout son sens. Une phrase est recréée par la combinaison d'éléments graphiques isolés. Alors, j'ai beaucoup développé ces carnets à partir de 2017 parce que en 2017, j'ai été invité à enseigner aux Beaux-Arts de Xi'an, en Chine populaire. Xi'an étant l'endroit où se trouvent les soldats en terre cuite de la tombe de Qin Shi Huangdi, le premier empereur chinois. Et c'est étrange d'ailleurs cette nouvelle relation au papier, parce que quand j'étais étudiant, j'ai fait des études de chinois, quand j'étais étudiant à Shanghai, j'avais déjà fréquenté le papier chinois, mais sans jamais réussir à lui faire cracher quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'avais absolument pas compris de la façon dont ça fonctionnait. Et là, par exemple, vous avez deux papiers différents. Vous avez un papier cuit et vous avez un papier cru. Alors, étrangement, le papier cuit ne boit pas du tout, tandis que le paprika, alors le paprika, vous pouvez en mettre en salade, dans les sauces, mais c'est plutôt hongrois. Donc, le papier cru, lui, vous posez votre pinceau et la peinture diffuse énormément. Alors, évidemment, pour les plus vicieux d'entre nous, il y a le papier mi-cru, mi-cuit, mais c'est pas le papier le plus fréquentable. Et donc le collage permet justement d'associer le papier cuit, et le papier cru, le papier cuit et le paprika. Voilà, c'est en simplifié. Donc ces carnets de footing, de compost, qui sont en fait tout ça, ce sont des dessins qui auraient dû terminer à la poubelle. Et qui se recompose. Alors après, évidemment, quand il manque des bouts, je les rajoute et je les recolle. C'est-à-dire que c'est pas des comment dire. Il y a pas de logique. Il n'y a pas de logique ou de système. C'est-à-dire que le rituel a ses limites. Alors, à quoi servent ces deux types de carnets? Alors, d'une part, à me dire que je ne perds pas mon temps parce que je dessine. Donc, plutôt que de regarder compulsivement Instagram et d'avoir des nouvelles des uns et des autres en disant « Oh, voilà, il a vieilli, il est mort. » Ah non, il n'est pas mort. Et je dessine, donc je reste... et je dirais que ce fait de se sortir du quotidien, enfin du quotidien, des obligations du quotidien, et de se créer cette contrainte qui est d'au moins 4-5 heures par jour dessinée, puisque, a priori, pour employer le mot que Clément a utilisé tout à l'heure, c'est le cœur de nos métiers, si tant est qu'on puisse appeler ça un métier. Normalement, un métier, c'est corrélé avec de l'argent. Et c'est quand même très étrange que nous ayons globalement un métier qui est assez peu ou assez mal corrélé avec de l'argent. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc le dessin qui est au cœur de notre métier, il faut le pratiquer. C'est-à-dire que je sais par exemple que si je ne dessine pas pendant un mois ou deux, ce qui m'arrive assez rarement, mais ce qui est plutôt le cas, je vais mettre des semaines à rentrer à nouveau dans le mouvement. Non, ça va, je vais continuer là-dessus. Un carnet, c'est un travail très très étonnant dans le sens où c'est pas un dessin d'exposition, c'est pas un dessin qu'on peut montrer. Donc c'est un peu de l'ordre du journal intime, sauf que en ce qui me concerne, j'essaye comme je ne suis plus lié. Non, je vais formuler ça autrement. Les premiers carnets que j'ai faits, c'était dans les années 90, et je me souviens, donc j'étais complètement autodidacte, et une dame m'a proposé d'aller voir la directrice artistique du Monde, qui s'appelait Dominique Roinette, à qui je dois énormément de choses, qui était aussi une amie d'André François, juste pour assurer une forme de circularité. Et elle me dit, qu'est-ce que vous avez publié à l'époque? Est-ce que vous avez fait une école d'art? Non. Qu'est-ce que vous avez publié? Rien. Et donc la seule chose que j'avais à montrer, c'était mes carnets.
Et elle me dit, ah, mais ouais, bon. Elle me dit, je peux faire des photocopies, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de scan. Et qu'on envoyait les articles par fax. Et on devait envoyer les refs par fax. Donc j'avais que des carnets à montrer. Et j'ai été pris, au moins pendant 10 ans, jusqu'à ce que cette dame se fasse lourder par Edwy Plenel. J'étais pris sur la base de ces carnets. Donc c'est quand même, je veux dire, c'est un outil de travail hyper important. Hyper important. C'est un outil de travail hyper important si vous tombez sur des directeurs artistiques ou des éditeurs qui ont un peu d'esprit. Si évidemment vous tombez sur des gens qui ne vous demandent que des produits finis ou la dernière publicité que vous avez fait pour Nike ou Coca-Cola, effectivement ça va être compliqué. Mais si vous tombez sur des gens en face qui ont un peu d'esprit, le carnet est quand même la matrice, je dirais. Et donc pour reprendre celui-ci, par exemple, qui a été commencé en 2013, donc j'ai pas tout à fait menti, le 3 septembre 2013 et a été fini le 17 février 2013. Ça, c'est un carnet tout début 19e. Et d'accord. Et moi, ça me permet de voir les endroits où mais ça ne permet qu'à moi presque, de voir les endroits où j'ai avancé, où j'ai réussi à dépasser juste le rituel et avec quel type de couleur. Par exemple, ce rose-là, qui est un rose que j'aime particulièrement, je pense que j'ai dû le trouver à ce moment-là. C'est un mélange de rouge de cadmium et de blanc de titane chez Linel. Et ça, ce sont des aquarelles japonaises. Et là aussi, le changement, c'est-à-dire que là, je travaillais avec des pinceaux en Marthe Kolinsky Extra de la série 6227Z de chez Raphaël, qui sont des pinceaux sublimes. Alors, évidemment, c'est fait à base de poils d'animaux, mais pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas si on les garde vivants, on peut leur prendre quelques poils et ça marche. Et depuis que je suis tombé dans le papier chinois, je n'utilise plus ces pinceaux, parce que c'est des pinceaux... puisque les pinceaux chinois m'intéressent beaucoup plus, sont beaucoup plus amusants à fréquenter que les pinceaux traditionnels occidentaux. Donc c'est un test. Vous voyez bien. Alors c'est la même famille. C'est la même famille. Il y a 6 ans entre les deux. Les deux carnets. Donc c'est la même famille de formes un peu mollasse, qui ne représentent pas grand-chose, un peu des fleurs, un peu des cailloux, voilà, fleurs, cailloux, végétaux, assez peu d'humains. Je fréquente de moins en moins les humains dans mes cahiers, probablement parce que je dessine assez mal. Donc là, dessiner des fleurs, c'est pas gênant. Et vous voyez, là, par exemple, j'utilise la contreforme d'un dessin qui doit apparaître dans une autre... Voilà, la contreforme de ce dessin-là. Parce que l'avantage de découper, c'est qu'on multiplie les figures qu'on peut réutiliser. Donc j'ai dû dessiner ça au départ, et puis je me suis dit, oh, chouette. Comme on passe quand même beaucoup de temps à découper, je me suis dit, oh, ça fait déjà un dessin, donc hop, ça a été ancré. Et je maintiens, je sais que enseigner, c'est répéter, je maintiens que qu'il faut absolument mettre sous presse ces dessins, sinon ça ne colle pas, ça ne tient pas. La colle UHU est bien. C'est probablement pas une colle de conservation, mais c'est plutôt agréable. C'est plutôt facile d'usage. Donc ça, ce sont les 2 premiers types de carnets. Et voilà, encore une contreforme, forme. J'en baisse. Ça m'intéressait aussi dans ces grands formats, parce que c'est aussi un reproche que me fait mon marchand, qui déteste le fait que j'ai énormément de carnets, parce que ça veut dire qu'il y a peu de dessins visibles, enfin peu de dessins montrables. Mon marchand me reproche de faire des trop petits dessins, mais je pense que c'est une maladie d'illustrateur que de faire des petits dessins. C'est-à-dire que l'illustrateur fait des petits dessins,
Et on attend qu'il soit, scanné et démultiplié pour faire des grands trucs. Mais moi, ce que disait Clément tout à l'heure me semble intéressant. Là, un artiste, un atelier, un illustrateur a un bureau. Et probablement, ça tient au fait que nous ne sommes pas étrangers à l'écriture et à la notion de la chose écrite, et que l'atelier nécessite de grands espaces. Il y a aussi un autre problème qu'on peut évoquer, et justement que les carnets soulignent bien, qui est le problème de la monstration. On remarque que généralement, les planches de livres illustrés ou de bandes dessinées sont difficiles à montrer, quoi. Ça fait vite journal mural. Alors, moi j'aime bien le journal mural. Je trouve ça très bien que des gens soient debout à lire un journal. Ou en Chine, il y a eu l'épisode des Tatsba, quand on voulait critiquer son voisin, on collait une affiche dessus. Mais le problème de la monstration est central. Bon, c'est juste encore une note de bas de page. Enfin, je voudrais arriver à un troisième type de carnet. Alors, j'en ai amené qu'un, parce que c'était un peu lourd. Je précise juste que quand tu dis marchand, tu parles de galeriste. Oui, je parle pas d'éditeurs, parce que s'ils étaient marchands, ça ferait du bien. Oui, je parle de galeriste. Je préfère la notion de marchand. C'est que d'un truc de. C'est pour la galerie, certes, mais c'est du pognon, donc c'est quand même ce qui nous intéresse. La typologie traditionnelle des bibliothécaires appelle des albums factices, c'est-à-dire la réunion au sein d'un même volume d'images d'origine, de sens et de fonctions disparates. Dans ces volumes, le rôle de l'artiste tient dans la récolte et l'assemblage. Vous avez vu, il y a une gradation dans cette présentation, une gradation très très fine, je me permets de la souligner, entre les choses que j'ai fait délibérément, les choses que j'ai fait un peu aidées par le hasard, et les choses que je n'ai absolument pas faites et qui sont complètement hasardeuses. Donc j'ai essayé de vous montrer que les trois procèdent du même élan, sauf que là, le rôle de l'artiste tient dans la récolte et l'assemblage. Il pourrait en un sens s'apparenter à un travail de graphiste, composer une page avec des éléments qui lui sont soumis. En l'espèce, c'est moi qui choisis ce que je mets dedans. Donc, ce que les cuisiniers appellent retour du marché, c'est-à-dire l'inspiration vient de mes dealers, ou de la salle des ventes, ou des salons. Je reviens à cette notion de rituel. J'ai beaucoup de dealers partout, et j'adore qu'ils me trouvent de la marchandise. Je me nourris d'images. En dehors d'Instagram, évidemment, on en a déjà parlé. Et l'objet est d'entretenir l'émerveillement, de thésauriser la découverte et surtout de chercher sans cesse à aguerrir mon regard. Comme dans les deux précédentes espèces, il s'agit avant tout d'apprendre la diversité des sources, des endroits de récolte, la casse des hiérarchies. Dans ces carnets, ça c'est une des premières lithos de Carl Vernet. Je dis ça pour Dominique, parce que ça doit être un fanatique de Carl Vernet, j'en suis sûr. Alors ça, par exemple, j'ai trouvé ça à Strasbourg. J'ai trouvé complètement délirant, qui marquait « œuvre de bienfaisance pour les pauvres honteux protestants ». Alors bon, ce sont des luthériens, ce ne sont pas des calvinistes. J'imagine qu'à Genève, nous n'aurions pas ce problème. Donc, consistoire du Temple Neuf. Madame, mademoiselle, monsieur, nous sommes heureux de vous exprimer notre vive gratitude pour votre générosité en faveur des pauvres honteux en capitale. Et voilà, c'est très étonnant, c'est magnifique. Alors ça, là aussi, c'est une piste pour moi, parce que tout le monde dit de façon... à mon avis, un peu erroné, que Topfer est l'inventeur de la bande dessinée. Ben voilà un frontispice d'une œuvre publiée à Mayence au début du XVIe siècle, qui est déjà une bande dessinée, dans le sens où c'est un séquençage, on raconte une histoire,
Donc voilà un château vu de loin, on va attaquer le château, et ça c'est l'attaque du château. Donc on voit très bien un zoom, un dézoom et un séquençage. Je pense qu'on n'a jamais... Donc ces carnets sont aussi des outils de réflexion sur les domaines qui nous animent, que ce soit l'illustration, la bande dessinée ou le dessin ou l'art. Mais très clairement, dans la vallée du Rhin supérieur, toutes les éditions de la vallée du Rhin supérieur, en passant par Bâle et Froben, tous les frontispices de cette époque sont étonnamment riches en pouvoir narratif, en réflexion sur la création du séquençage et voire même du gaufrier. Là, on est quand même, je vais parler comme un marchand de vin, on est quand même sur du gaufrier. Et là, on est sur du gaufrier. Ah non, ça c'est autre chose. Alors ça, c'est des photos que j'ai trouvées. Voilà, des photos. Alors, ça fait aussi partie de quelque chose qui m'intéresse, cette image. Sont les simulacres. Alors on pourrait appeler ça des travestissements, mais c'est plus que du travestissement dans le sens où les gens jouent un rôle, une scénette. Donc ça va... voilà, ça c'est Erasme de Rotterdam. C'est pas un frontispice, mais c'est une première page. Donc ça c'est l'édition de Froben de 1577. Alors, il y a deux insultes dans l'histoire de l'art, mais Dominique pourra en témoigner. Il y a deux choses qui sentent atrocement mauvais dans l'histoire de l'art. C'est illustratif ou décoratif. Donc ici, c'est que illustratif et décoratif. Donc ça, c'est l'ajout. L'ajout qui est un dessinateur ornemaniste du 18e. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que cette gravure vient de Augsbourg. Augsbourg était un centre de multiplication des je crois que j'ai d'autres choses qui viennent d'Augsbourg. Attendez, je ne sais pas où c'est. Donc Augsbourg était un centre de propagation des images françaises. Et donc, tu parlais de Leipzig, par exemple, toutes les choses, tous les arts décoratifs rococo de Leipzig passent d'abord par Augsbourg, vont à Leipzig. Et donc, la gravure, l'image, l'illustration était en quelque sorte le véhicule de tout ce qui se crée à un endroit ou un autre. Donc, c'est cela dont nous sommes aussi les héritiers, vous comme moi. Alors ça c'est des photos, c'est un camarade qui a trouvé ces photos. C'est des photos tout à fait d'actualité. Donc c'est des photos qui sont prises pendant ou après la guerre 14. Et qu'est-ce qu'on fait des hommes mutilés? Donc je pense que c'est des photos qu'on va voir réapparaître après la guerre en Ukraine. Et à l'époque, pas de sécurité sociale, donc tout le monde est agricole. Donc on leur fait des prothèses pour pouvoir manier des outils aratoires. C'est absolument horrible, mais c'est très documenté. L'horreur est souvent documentée. Ça, c'est un de mes anciens étudiants qui faisait des photos au Royal Palace à... je sais pas si c'est à Ilkirch-Karlstadt. Donc normalement, ça, il faudrait pas le montrer parce que ça appartient... et donc, c'est tous les indigènes strasbourgeois qui vont s'encanailler... dans un casino. Je trouve cette photo géniale. Alors ça, c'est... Oui, c'est aussi un journal. Ça, c'est un de mes camarades, Yvan Le Flippant, qui est réputé pour récupérer à peu près toute forme de comment dirais-je, d'images que les gens jettent. Et un jour, il m'a invité avec un délicieux blanc alsacien, je ne sais plus, un Gewürz, on va dire. Beaucoup de Gewürz, en fait. Il y avait un de ses dealers qui lui a dit « J'ai une caisse pour toi, Yvan ». Et donc, il est arrivé, c'est pas Yvan à Lagbé, c'est un autre. Et il est arrivé avec une caisse, et il y avait toute la vie d'un gendarme à l'intérieur. Et il y avait notamment cette double... Et donc, ce gendarme, apparemment, d'après ce que l'histoire disait, le type a rattrapé cette caisse à la déchetterie, le mec a tout foutu, il a dû prendre sa retraite, il a tout foutu à la poubelle et à la déchetterie.
Et il a mis ses décorations à la déchiqueteuse. À mon avis, il n'est pas parti très heureux de la gendarmerie nationale, mais ça l'histoire ne le dit pas. Et moi, j'ai récupéré cette photo dans l'eau. Je trouve que cette double impression est très touchante, très rimbaldienne. Je est un autre, quoi, ou un truc comme ça. Ça vous fait... J'aime beaucoup ce vieil homme seul et nu sur un paquet de cigarettes. Je sais pas, je m'identifie beaucoup à ce paquet de cigarettes et à la phrase « fumer augmente les risques d'impuissance ». C'est quand même pour un vieillard naissant, c'est toujours touchant. Voilà. Il est pas très costaud, mais je sais pas, je trouve ça très beau. Très beau. Ça, c'est un papier découpé alsacien. L'Alsace, comme la Suisse d'ailleurs, fréquente énormément les papiers découpés. Alors ça, c'est un papier 19e, qui malheureusement est un peu abîmé du fait de sa... Alors ça sont des petites images votives, probablement fin 17e, début 18e, qui sont coloriées à la main. C'est évidemment les procédés d'impression en couleur, juste un peu d'histoire des arts, d'histoire des techniques, pardon. Les procédés d'impression en couleur, tels que nous le connaissons, datent de la fin du 18e avec Gauthier d'Agoty. Donc les impressions en couleur de Gauthier d'Agoty sont quand même le début. Et puis après, l'invention de la chromolithographie par Engelmann à Mulhouse, qui à l'époque était réunie à la Suisse. Non, avant était réunie à la Suisse, mais bon, Mulhouse est redevenue française. Et puis allemande, enfin voilà, encore des endroits cicatriciels de l'Europe. Donc c'est rehaussé à la main, en couleur. Donc ça, c'est encore des arts décoratifs. J'aime beaucoup cette tête de diable. Alors ça vaut 2 €. Hein. Je crois qu'il y a le prix encore marqué. Donc tout ça, c'est très accessible. Alors ça, c'est tiré... Ça, c'est un copain qui a trouvé dans les poubelles. C'est tiré d'un livre extrêmement beau que j'ai. Donc, je ne l'ai pas découpé d'un livre. C'est tiré des tableaux de plats de peinture de Philostrate, édités par la veuve Langelier en 1614, traduit par Blaise de Vigenère. En fait, c'est très intéressant, ce livre, les tableaux de plats de peinture de Philostrate. Blaise de Vigenère était un écrivain désargenté, donc qui allait dans la suite de son maître, qui devait être un cardinal quelconque, et c'est l'inventeur en français, donc à la fin du XVIe siècle, de l'ekphrasis. L'ekphrasis, ça vous dit pas grand-chose, mais si vous voulez faire les intéressants dans des salons, l'ekphrasis, c'est très intéressant, c'est la description par les mots d'une image. Et donc, c'est un style, l'ekphrasis. Et Blaise de Vigenère a, en français, évidemment, les Français arrivent tardivement. Ce qui est pas mal, d'ailleurs, je veux dire, la langue française arrive quand même au XVIe siècle, ce qui est ultra tardif, quoi. Je veux dire, c'est presque aussi con que des Américains, quoi. Et donc Blaise de Vigenère écrit les tableaux de plats de peinture et meurt. Et Abel Langelier, qui était son éditeur, meurt aussi. Et la femme de Blaise de Vigenère, dont j'ai oublié... d'Abel Langelier, dont vous voudrez bien m'excuser, j'ai oublié le nom, décide de téléphoner ou de faxer ou d'envoyer un mail à tous les plus grands graveurs de l'époque et leur demande d'illustrer ces dessins décrits. Donc il y a un rapport, une chaîne entre... c'est une traduction trahison de Philostrate. Philostrate, je crois que c'est un philosophe du IIe siècle, après Jésus-Christ. Blaise de Vigenère le traduit en français à sa sauce, et la femme de son éditeur demande à tous les grands illustrateurs de l'époque, alors on n'appelle pas ça un illustrateur à l'époque, on appelle ça un graveur, alors un graveur-dessinateur, à tous les illustrateurs de l'époque, de remettre en image ces images qui sont perdues depuis le IIe siècle. Donc j'aime beaucoup cette circularité et surtout le fait que tout le monde puisse s'approprier des images, des textes qui sont
réinterprétable. C'est exactement ce qui se passe avec un livre d'un jeune auteur qui s'appelle La Traversée, qui a été traduit en égyptien. Et on peut se demander ce que les Égyptiens lisent dans La Traversée. Tu vois, c'est-à-dire que nos images, nous ne sommes pas propriétaires de nos images circulent et sont sans cesse réinterprétées et réutilisées. Même chose pour les textes. Il est probable que le lecteur de La Traversée n'ait pas lu Beckett, comme son auteur, et que le ressenti de l'Égyptien soit tout à fait en fonction du contexte dans lequel il est. Je reviens à cette notion d'image parce que un jour j'avais plus d'argent, comme ça m'arrive très régulièrement, et donc j'ai essayé de revendre un chemin de croix parce que j'ai pas mal travaillé sur le chemin de croix, notamment sur la notion de séquençage et sur le rapport texte-image. Et j'ai essayé de le refourguer à mon dealer habituel. Et il me dit, mais vous savez, on peut plus vendre d'imagerie catholique, personne n'achète ça. Je dis, mais vous avez quand même bien des fanatiques SM, ils n'arrêtent pas de se faire fouetter, taper, clouer. Est-ce que ça pourrait pas servir un lectorat sadomasochiste? Et il m'a dit, oh, mais vous n'y pensez pas. Parce que pour lui, cette image a encore du sens. Mais j'ai une amie chinoise que j'ai amenée dans des églises, à Naples notamment, qui ne connaît rien à la religion chrétienne, et pour qui une église catholique est un temple sadomasochiste. Vu que tout le monde se torture, se blesse, se fait mal en fait. Mais se fait mal, mais si vous regardez d'ailleurs dans les images de martyrs chrétiens, ils ont tous l'air réjouis encore. Donc ce qui peut laisser à penser que c'est une pratique sadomasochiste. Ça peut laisser penser à quelqu'un qui n'a pas le texte. Donc il y a effectivement forcément une interpénétration entre le texte et l'image. Là, je vous montre juste, c'est une image à système, c'est un peu rare. C'est une image à système autrichienne qui circulait dans toute l'Europe. Donc le système fonctionne encore, si j'arrive à le faire marcher. Oh, ça fait un petit cœur. Mais c'était difficile de parler avec un micro. En plus, quand on est gaucher, comme le soulignait très justement Dominique. Yeah. Donc ça, c'est quelque chose qui était viennois et qui se retrouve dans toute l'Europe. Les Français ont fait très peu d'images à système à l'époque. Attendez. Et last but not least... Ah non, il n'y a rien d'autre. Ah, oui, là c'est le dos de ces tableaux de plats de peinture. Vous voyez aussi qu'il y a... ce dont je parlais sur la reproduction tout à l'heure, il y a deux modes d'impression. Il y a la gravure sur cuivre, et pour les culs de lampe, ça s'appelle un cul de lampe, et les bandeaux, c'est de la gravure sur bois. Les tableaux de plats de peinture, ces gravures, si vous les scannez, vous en avez une bonne def. Si vous les rééditez elles perdent quasiment toute leur peps et leur force. Si vous regardez par exemple une gravure de Dürer, une impression originale de Dürer, elle est d'une force incomparablement plus étrange que si vous regardez une reproduction ou même une vue internet aussi intéressante soit-elle. Qu'est-ce que j'ai Ah bah voilà, ça c'est mon petit séjour. Je trouve le graphisme de ce chocolat suisse, c'est presque, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre de Kossuth où il montre une chaise, il donne la définition de la chaise et il donne le mot. Pour moi, le chocolat suisse ressemble à cette définition. Ça, c'est les montagnes, le chocolat et le mot en rouge. Je trouve ça parfait. C'est un peu comme ce vieil homme seul sur son plumard. Il y a des images emblématiques. Ça, c'est des couvre-chefs. Ah oui, ça c'est des pièces à conviction. Je trouve ça très beau. Donc c'est toujours dans cet album dans cette caisse de gendarme. Pardon. Dans cette caisse de gendarme, c'est des pièces à conviction d'un meurtre. Et j'aimais beaucoup le rapport entre la nécessité d'avoir des représentations exactes dans le cas d'un meurtre et de pièces à conviction. Ça, c'est l'image que j'ai publiée sur Instagram, qui sont ces magnifiques acrobates.
Et on remarque là que le photographe a juste mis le pied de l'acrobate en haut de l'image. C'est comme si c'était fait pour. Et ça, c'est aussi dans l'iconographie clandestine, les publicités pour les médicaments sont extrêmement bien imprimées. Et beaucoup de publicités sur l'aérophagie et la constipation. Donc, si vous cherchez de l'inspiration sur l'aérophagie et la constipation, je vous conseille les publicités des années 50 qui sont particulièrement... Ah, oui, attends, il y en a une. Alors, ça aussi, c'est une image dans l'image très intéressante. Donc, on a trois infirmiers de la guerre 14. Et juste derrière, vous voyez qu'il y a 2 petits portraits. Je pense que... et des fleurs. Et ils n'ont pas du tout l'air réjouis. Et je pense que ce sont leurs camarades qui sont morts au combat et qu'ils essayent encore de rendre vivants par des portraits. Ils sont toujours avec nous, mais ils sont morts. C'est un peu un hommage à André François, quoi. Alors ça, c'est un illustrateur que j'ai longtemps détesté parce que mes parents devaient avoir ça dans leur bibliothèque. J'ai dit, oh, c'est un truc de boomer. Et un jour, je vais chez Willem et je lui dis, mais c'est horrible, t'as un dessin de Dubout. Oh, Dubout est un génie. Oh, je dis, oh, pas sûr. Si, regarde le trait. Et effectivement, je pense que Dubout est un génie, mais qu'il a été complètement laminé par la publicité qu'on en a fait et par les usages extensifs de son œuvre. Je pense qu'effectivement, Dubout est un personnage beaucoup plus important que... Ouais. Voilà. Ça c'est très, très drôle. Enfin, si tant est. Ça, c'est un Memento Mori qui est brodé. Les images brodées sont plutôt des travaux de dames, probablement des travaux de religieuses. Et là, c'est brodé au fil de soie. Et il y a 7 couleurs de soie, à peu près, je les ai comptées. Et donc, la dame a brodé sur papier. Les broderies sur papier sont très belles. Alors, pas très répandues, pas très visibles, parce qu'évidemment, c'est fragile et ça reste dans les livres. Mais celle-ci est particulièrement intéressante. Et j'aimais beaucoup aussi la photo de cette dame en train de saluer un fantôme. Je me demande même si je ne l'ai pas acheté à Genève. Alors, ça va vous paraître complètement débile, mais je pense que ça ressemble à la France de mon enfance, c'est-à-dire ces couleurs un peu dégueulasses, les panneaux Shell, et je pense que c'est les photos d'une auto-école. Donc comment il faut conduire, le platane traditionnel de la route de campagne française, la vieille 4L pourrie. Voilà. À l'heure actuelle, je crois qu'on peut retrouver ça à Dole. Si vous allez à Dole, ça doit ressembler encore à ça. J'ai rien contre Dole. Hein. Ça, c'est pas la guerre 14, c'est des jeunes Anglais qui se battent dans la boue. C'est un cadeau. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout effeuillé. Alors ces carnets-là vont très vite. Ce type de carnet va très vite. Ces carnets, par exemple, mais en revanche, ces carnets sont très lents. Parce qu'entre trouver des images, décider de les coller, c'est particulièrement laborieux et long. En fait, ce qui m'intéresse dans ces carnets, c'est de trouver les images. Après, les mettre en page, c'est extrêmement chiant. Mais je m'y astreins parce que sinon je perds les images. En fait, l'avantage du carnet, pour revenir à cette notion de carnet, donc cette notion de cuisine dont parlait Clément à l'origine, l'avantage du carnet, c'est que ça permet de retrouver. Alors, l'avantage du carnet d'un vieil homme, c'est qu'il peut retrouver des émois précédents. C'est-à-dire que si je vais dans un carnet que j'ai fait quand j'avais... un carnet d'il y a 30 ans, c'est vraiment horrible. Un carnet d'il y a 30 ans. Quand je retourne dans un carnet il y a 30 ans, je remarque l'évolution, ce qui n'a pas évolué, ce qui était frais, ce qui maintenant est avarié. Et c'est très intéressant parce que les carnets sont autant de pistes qui ne sont pas forcément utilisées. Et donc ça permet
en quelque sorte de revitaliser le rituel. Je reviens à ce que je vous ai dit au départ. Cette phrase de Pascal entre automatisme et réduit. Et esprit, pas mal. Et esprit réduit, quoi. Voilà. Oui, c'est dans un autre carnet. Ça, c'est très drôle. Ah ben voilà. Vas-y, passe là sur. Ça, c'est. Ça, voilà, c'est ce que faisaient les oisifs au XVIIIe. C'est-à-dire que Augsbourg publiait des planches. Donc Augsbourg en Allemagne publiait des planches qui irriguaient toute l'Europe. Et quand on se faisait chier dans son magnifique château, bon, c'est un truc de bourgeois ou d'aristo, eh bien on découpait ces planches et après on les recollait dans des albums. Ce qui fait qu'il y a de très beaux albums de collage. C'est pas... une fois encore, on n'invente pas grand-chose. Donc ça, c'est d'Augsbourg. Et la page précédente... Ah oui, tiens, montre celle-là. Alors ça, c'est très drôle. C'est un truc que j'ai trouvé à Chongqing, dans le Sichuan. Chongqing, c'est une des plus grosses villes de Chine. C'est là où s'est replié le Kuomintang pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on s'en fout complètement. Mais par contre, ce qui est amusant là-dedans, c'est l'intrusion de la culture japonaise dans la culture chinoise. C'est un pompage des années 80 de toutes les figures de manga ou de manga, comment dirais-je, des Tortues Ninja jusqu'à je ne sais pas quoi, jusqu'à Naruto. Et donc les Chinois les ont réinterprétés pour en faire des trucs qui leur appartiennent. Sachant que, à l'origine, les yokai ou les mangas japonais sont très inspirés d'un livre qui s'appelle Le classique des mers et des montagnes chinois, qui s'appelle le Shanghai Ting, que je vous conseille d'ailleurs de fréquenter, le classique des mers et des montagnes, parce que contrairement au manga que tout le monde connaît et que tout le monde fait, oui, là aussi, je vous conseille de réfléchir un peu à ce qui se fait en Chine, parce que personne ne fréquente la Chine, c'est quand même un gros pays. Donc, il y a plein de trucs pas mal. Allez-y, regardez. Voilà. Et donc, ça, j'ai trouvé ça sur un marché à Chongqing. Vas-y, montre après. Ah, ça, c'est aussi des photos. Attends, il faut que je remette mes lunettes. Ce sont des photos que j'ai chinées à Chongqing. Alors ça, c'est assez amusant. C'est un truc pour des miroirs. Et j'ai un de mes confrères chinois qui m'a dit que ce type d'illustration, c'était Tintin et le lotus bleu. Donc Tintin et le lotus bleu est assez identifié en Chine. Bon, ça, voilà. On revient à ce qu'on a montré, à ce qu'on vient de montrer. Voilà. Oui. Ouais. Bon, voilà. Je suis désolé, c'était un peu disparate, mais étrangement, alors il y a un très bel album de Goya qui s'appelle Les Disparates. Et d'autre part, je pense que le carnet, contrairement à la contrainte, autorise le disparate. Donc, c'est vraiment un moment, un élément de liberté. Un élément de liberté. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai une étudiante vraiment super bien à Paris, qui était en graphisme, donc pas en illustration. Donc elle est graphiste et je lui dis mais qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Et elle me dit j'ai pas le temps de lire. Et j'ai trouvé ça très très bizarre que une étudiante en graphisme n'ait pas le temps de lire. C'est un peu comme si un étudiant en illustration ou en dessin n'ait pas le temps de dessiner ou de lire un livre. C'est-à-dire que je pense que cette fabrique du temps qu'est le carnet est particulièrement, alors d'une part écologique, parce que si on travaille en plein jour, on consomme rien que de l'eau et du papier. Alors moi, en plus, je consomme du papier très très mort depuis longtemps. Donc les arbres que je fais couper ont déjà repoussé. Et surtout, ça fabrique un temps qui n'est pas de l'ordre de la sucrerie. Et je dois avouer que je suis complètement junkie Instagram. Pour moi, Instagram, c'est de la sucrerie, c'est-à-dire que ça fait des bébés obèses, quoi. Comme c'est pas de la grossophobie, hein. Ça fait des enfants nourris au soda et le carnet, c'est du temps long. Mais je pense que c'est la seule chose qui, à l'heure actuelle, moi, m'intéresse. Ah, probablement parce qu'il me reste pas beaucoup, mais donc le carnet, c'est du temps long. Ouais. That's all, folks.
Merci beaucoup Guillaume Dégé pour cette présentation digressante et grinçante à la fois. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des choses que vous n'avez pas forcément saisies? N'hésitez pas, hein. C'est le... Vous avez une question? Merci. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour votre exposé. Et puis, je voulais vous poser en fait la question, qu'est-ce qui vous amène à créer, principalement pour vos œuvres très hasardeuses, donc le petit carnet avec le type d'illustration qu'on voit sur l'affiche, Ouais. et quel est votre rapport à la couleur, s'il vous plaît? Alors, je vais d'abord répondre sur le rapport à la couleur, parce que c'est... j'aime la couleur. Vraiment, j'aime la couleur. Et je suis fanatique. Probablement parce que je ne sais pas très bien dessiner. Donc, vous savez, on fait très souvent la différence entre dessin et couleur. Des gens qui seront très dessinateurs et peu coloristes, ou des gens qui seraient très coloristes et peu dessinateurs. J'appartiens très clairement aux gens de la couleur. J'appartiens pas aux gens de la lumière, c'est-à-dire que j'ai aucune notion de lumière, je suis complètement nul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jolies couleurs. J'adore la couleur, j'adore. Je fréquente tout type de couleurs. Alors, je peux vous donner, je fréquente les couleurs belges, les blocs. Je fréquente les couleurs françaises, les linels, les sénéliers. Je fréquente les gouaches japonaises. Je fréquente les gouaches chinoises. Tout type de couleurs. J'adore pour moi, couleur papier. Voilà. Si voilà, ma nécro, c'est Guillaume Dégé, couleur papier. Voilà. Après, ce qui me pousse à créer, c'est une question. Alors, je vais répondre en digressant encore. Je suis désolé. J'étais donc à Sian. À Sian, je donne des cours de 8h à midi tous les jours. Et à partir de midi, j'ai quartier libre. Donc c'est génial. Je peux dessiner. Puis comme j'ai pas du tout, c'est très compliqué pour moi de parler chinois, je me suis déjà épuisé à parler chinois le matin, donc je m'enferme en haut d'une tour, et parce que dans l'université c'est une tour, enfin il y a plein de tours dans l'université. Et je me suis dit putain, vraiment, tu dessines dans une dictature, t'es quand même vraiment un salaud. Tu devrais penser à tous les gens qui fabriquent tes téléphones portables. T'es vraiment un salaud. Bon, et je regarde parce que j'ai un VPN, je regarde les nouvelles et je vois chez Christie's ou chez Sotheby's une vente aux enchères avec que des œuvres sublimes, un truc. Mais aucun musée contemporain n'a des choses de cette qualité, des choses de Lucian Freud, de Bacon, de je sais pas qui, de Hockney, enfin voilà, que des têtes d'affiche. Je me renseigne un peu pour savoir qui était le collectionneur. Et en fait, le collectionneur, c'est le plus grand marchand d'armes américain des années 70, c'est-à-dire le mec qui a ravagé tout le sud et le nord Vietnam. Et donc, toute ma culpabilité de travailler en dictature est passée d'un seul coup, parce que, en fait, je ne nuis pas à personne. J'essaye. Alors, il y a une version négative. Pourquoi je dessine? Pour occuper mon temps. Il y en a d'autres qui font de la belote, qui travaillent à la Poste, qui sont maire de Genève. Moi, je joue pas à la belote, je suis pas maire de Genève et je travaille pas à la Poste. Donc, il faut bien occuper son temps. Ça, c'est la version négative. D'autre part, je pense que c'est une chance infinie de pouvoir décider de la couleur du jour qu'on va voir. Et donc, je dessine parce que je suis un enfant gâté. Voilà. Voilà, vous nous avez aussi fait voyager plein d'histoires. Il y a plein d'histoires, vos sources d'inspiration quotidiennes. Et je me demandais la relation, justement, tout d'un coup, ce passage à l'abstrait, alors effectivement qui passe par la couleur, hein, les formes. Alors, je vais vous répondre Ouais. tout de suite. C'est très simple. C'est à cause bon, d'abord. Il y a deux raisons. D'une part, j'ai été très suivi dans mon travail par mon marchand. Moi j'ai aucun rapport sympathique avec les éditeurs, globalement. Mais par contre, j'ai d'excellents rapports avec mon marchand, qui,
jusqu'à présent, bon, à Dieu ne plaise, jusqu'à présent m'a accompagné. Et je dirais que ce sont nos échanges qui ont fait évoluer mon travail. Donc ça, c'est la raison positive. Les échanges que j'ai eus avec mon marchand m'ont beaucoup aidé. J'ai jamais eu d'échange de cette qualité avec un éditeur ou une éditrice. En jeunesse, c'est plutôt des éditrices. J'ai pas fait de bande dessinée non plus, donc ça aurait été plutôt des éditeurs. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, qui va vous paraître un peu spécieuse, mais qui néanmoins est assez vraie, je me suis mis à réfléchir très sérieusement à l'illustration quand je suis devenu prof à Strasbourg, donc en 2003. Avant, je faisais de l'illustration comme Monsieur Jourdan faisait de la prose sans s'en rendre compte. Et plus j'ai réfléchi à l'illustration, plus des élèves brillants sont sortis de l'école de Strasbourg, moins j'ai eu envie de faire de l'illustration. Voilà, donc des choses... je veux dire, quand vous regardez l'aéropage que Monsieur Pord a invité, ça vaut pas le coup de jouer là-dedans. Ensuite, pour vous donner une troisième raison, je suis pas un raconteur d'histoires du tout. En fait, ça me gonfle de raconter des histoires. Alors, j'essaye de maintenir mon éditoire vif, donc je fais des efforts, mais à l'écrit, ça me gonfle totalement de raconter des histoires. Par contre, je suis un compilateur. Oui, moi, je suis dans le vertige de la liste. C'est-à-dire que pour moi, lire un catalogue de vente aux enchères me procure une émotion inénarrable. Mes toilettes sont remplies de catalogues de livres et de ventes aux enchères. J'imagine que d'autres doivent être un peu dans cette. Donc moi, les histoires. À part les romans policiers où les gens s'entretuent et on cherche à savoir pourquoi, je suis pas du tout. J'aime les listes et donc les carnets sont des formes de listes. La liste me transporte. Voilà. Donc j'ai trois réponses. En fait, c'est très difficile. Les questions que vous posez, ça ne peut occasionner que des faisceaux de réponses, parce que je n'ai pas de, je peux pas vous donner une réponse. Parfait. On l'a bien vu aussi avec votre carnet, avec les différentes images que vous. Oui. Alors, par contre, je suis pas olypien, mais je tiens beaucoup à penser classé. En fait, je pense penser classé. Le fameux livre de Pérec m'intéresse beaucoup. Et, bon, mais ça c'est une partie. Enfin bon, voilà. Je m'arrête à cette partie occidentale. Ok, merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour votre présentation. Et j'aurais beaucoup aimé vous entendre parler un peu plus du lien entre vos collections d'images et puis vos carnets de création, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait, entre les deux? Comment cette collection pourrait inspirer ou influencer vos œuvres? C'est difficile, là aussi, de vous faire une connexion directe. Je pense que mes collections d'images sont de l'éducation à l'image. C'est un peu comme une bibliothèque. C'est comme si vous demandiez à un écrivain de vous définir son rapport entre sa bibliothèque et ce qu'il écrit, vous voyez ? Sauf que, sans me comparer à Voltaire, évidemment, mais Voltaire avait un truc très bizarre. On a retrouvé des exemplaires de la bibliothèque de Voltaire où, en fait, il découpait les livres et il collait que les morceaux qui l'intéressaient. Moi, c'est un peu ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que je ne garderais... avoir des vrais livres en bon état, tout ça, mais par contre, avoir des bouts d'images que je peux recoller, c'est-à-dire recontextualiser dans ma tête, c'est une forme de gymnastique. Tout est. Alors, je reviens à automatisme et esprit, rituel et machin. Pour moi, les collections m'obligent à penser le domaine dans lequel j'agis. Et mon action est issue de cette réflexion. Mais il n'y a pas de rapport de causalité. Il arrive que je fasse des collages, évidemment. Alors, les collages sont... comment dirais-je ? Les collages sont issus de gravures à moitié mortes que je pimpe à ma façon. Et aussi de mon absence d'idées. C'est-à-dire, quand j'ai pas d'idée du tout, je fais un collage. C'est génial. Voilà le...
J'avais une deuxième question, si je peux. Oui, alors je ne sais pas trop comment la formuler, mais parce que vous parlez justement de votre marchand, puis que vous n'avez pas forcément de relation avec le monde de l'édition, puis du coup, est-ce que... Si, j'ai des relations mauvaises, mais j'ai des relations... Okay. Mais du coup, vous vous situez plus comme illustrateur ou comme dessinateur d'art contemporain? Ou est-ce que c'est des termes qui vous parlent Très franchement, quand je suis arrivé à Strasbourg, j'ai fait une exposition qui suivait une exposition que j'avais faite à la Halle Saint-Pierre qui s'appelait Dessin pointu, avec un jeu de mots un peu relou. Et j'ai fait une exposition à Strasbourg. Mais Clément peut témoigner parce que bon, c'est une autre histoire. Enfin bon, et j'ai mis des gens comme Petitbon, Willem, Baxter, Stéphane Calais, tout ça sur la notion de dessin. Et là, j'ai vu deux formes de connasserie différentes apparaître. J'ai vu mes confrères artistes qui disaient ah oui, mais enfin, Petitbon, c'est un artiste, pas un illustrateur. Enfin, Petitbon, c'est un punk à chien qui fait des pochettes de Sonic Youth, qui est complètement drogué, qui fait des fanzines photocopiés. Donc, c'est pas parce que les Américains mettent beaucoup d'argent sur Petitbon que ça devient un artiste. Et à l'inverse, les petits sans-culottes d'illustrateurs dire Oui, mais enfin, tu peux pas mettre des gens comme Stéphane Calais parce que c'est un artiste, nous on est des illustrateurs. donc vraiment c'est l'un comme l'autre me sortent des trous de nez, quoi. C'est-à-dire que vous allez dans une école d'art, quelqu'un fait une bande dessinée, Oui, c'est une illustration, c'est pas terrible. Fischli et Weiss font des bandes dessinées. Ah oui, mais Ça c'est de l'art. enfin, je crois que c'est Weiss qui fait la bande dessinée, pas Fischli. Ah oui, ça c'est de l'art. Et à l'inverse, je me souviens d'un de mes confrères les plus connassants de Strasbourg. On lui présente une bouse. Il dit mais ça je peux rien dire, c'est de l'art. Mais tu peux dire que c'est de la merde quand c'est de la merde, quoi. Voilà, c'est tout. Donc vous dire où je me place. Nulle part. Voilà, je suis un non-lieu. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est une question par rapport à votre troisième type de carnet. Oui. En fait, je me rends compte qu'ils n'ont aucune écriture, aucun commentaire, et que tout d'un coup, le feuilletage de ce carnet, par les détails qui ont fait que vous avez retenu cette image, que vous avez gardé celle-ci, etc., tout d'un coup, je me rends compte que ce carnet, une fois DG absent, pour les autres personnes, refaire le chemin intellectuel pour savoir pourquoi avoir gardé cette image, d'où elle vient et ce qu'il a retenu dans ce carnet, tout d'un coup, ça devient une piste très mystérieuse. Donc, je voulais savoir, vos carnets, est-ce que c'est comme André François, en fait? C'est pas des choses que vous vendez. Je vous remercie de cette question parce qu'elle Voilà. est très, très belle. Elle est très, très belle et j'ai envie de... Je suis très touché par votre question. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on va rentrer à nouveau dans le mortuaire. Quand mon père est mort, il avait un Dupont en or et il fumait. Il n'est pas mort de ça, c'est pour ça que je continue à fumer parce qu'on peut mourir d'autre chose. Hein. Et il avait un Dupont en or et je vois très bien mon père allumer sa pipe. Ça, par contre, ça lui a baisé les dents, mais je vois très bien allumer sa pipe avec son Dupont. Et donc, quand mon père est mort, j'ai dit à mon frère, si tu veux, à mon demi-frère, prends le briquet de papa. Parce que pour moi, le briquet était absent. Enfin, pardon. Le briquet, tu sais, c'est l'abécédaire de Bolex, de Petit Roulet que tu as publié. J'aime beaucoup l'idée que DG absent, ces images reprendront leur circulation. Comme nous faisons tous, au moins comme Dominique fait. Et puis on va en salle, on achète des ouvrages qui ont appartenu à la bibliothèque, à des carnets, à des trucs, et c'est notre œil qui fabrique ces ouvrages. Donc l'idée de ma disparition m'enchante à partir du moment où ça ne finira pas ni dans un incendie ni dans une inondation, parce que le seul risque pour le papier c'est l'incendie ou l'inondation. Voilà.
Je réponds et que ça n'ait plus aucun sens, j'en ai rien à foutre en fait. Voilà. Enfin non, ça en aura pour quelqu'un qui décidera que ça en a. Voilà, pardon. Mais ce que je disais, c'est que par rapport à ces carnets-là, est-ce que c'est comme André François, c'est des choses que vous ne vendez pas, vous les gardez, vous les... Ah ben si, j'aimerais bien les vendre, mais c'est trop cher, je pense. Parce qu'un dessin à la pièce coûte un prix. Je me dis, putain, multiplié par 50, je suis milliardaire. Donc je dis aux enfants, quand papa va mourir, n'hésitez pas à les découper, à les vendre à la pièce. Mais c'est ce qui est fait pour pas mal de livres de gravure, d'ailleurs. Pardon ? C'est ce qui est fait de Oui, pas mal de livres de gravure. Oui, les gens qui cassent les livres. antiquaires, ils cassent les livres. Oui, mais alors ça, très franchement, je pense que c'était... Je pense que c'est vrai pour les gens de notre génération, si je peux me permettre, sans être désobligeant. C'est moins vrai maintenant parce que si vous pétez un livre avec plein de gravures, les gens disent oui mais les gravures à la pièce ça vaut vachement plus cher que l'ensemble du livre, sauf que vous pouvez vendre que 3 gravures à l'intérieur du livre. Donc finalement vous avez pété un livre pour rien quoi. Mais, Anne-Margot Putain, je crains le pire, c'est Anne-Margot, je vais me prendre un scud dans les dents. Non. C'était au sujet de. Il me semblait qu'il y avait une forme d'obsession dans les dessins abstraits que l'on voyait, qui était la représentation de la légèreté et de la pesanteur. Oui. Et la pesanteur et la grâce. Alors c'est un livre, c'est un dessin c'est le dernier dessin que j'ai publié dans Le Monde, parce que donc Rouennette s'est fait lourder par Plenel. Il y avait un autre mec. Qui était un directeur artistique normal. Donc je ne dirais pas son nom, mais ça doit dire quelque chose à tous les illustrateurs de cette salle. Qu'est-ce qu'un directeur artistique normal ? Et j'avais vu en Slovaquie, dans un nom... j'ai oublié le nom de cette ville. Bon, il y avait une échelle de Jacob. Je ne sais pas si tu connais cette représentation. Donc c'est le songe de Jacob. Jacob fait un rêve et il y a une échelle et des anges qui montent, qui descendent de l'échelle. Donc je vais raconter. L'histoire est très longue. Et j'ai trouvé ce tableau magnifique. Ça m'avait complètement transformé. L'échelle de Jacob. Bon. Et j'étais donc en Slovaquie avec un artiste conceptuel qui appartenait au groupe Fluxus, qui s'appelait Jean Dupuis. Qui est mort du Covid l'année dernière. Lui aussi, il est mort. Mais enfin, il était né il y a très longtemps. Bon. Et donc, Jean Dupuis, il écrivait en marron. Il disait, quand j'écris marron, j'écris de toutes les couleurs. Et donc, je suis arrivé près de lui. Comme il m'agaçait, il était très vieux, mais j'étais très désobligeant. Comme il m'agaçait, je suis arrivé auprès de lui et j'ai fait un paix énorme. Et j'ai dit, mais Jean, quand je pète, je parle toutes les langues. Et il m'a répondu un truc, mais tellement... bien, il m'a dit mais Guillaume tu pètes avec grâce. Et je trouve que l'association de la flatulence et de la grâce m'avait interpellé, parce qu'effectivement on n'a pas toujours tendance à associer le gracieux et le météorisme. Et au même moment, je vois cette échelle de Jacob, et donc j'ai fait un dessin qui était une échelle avec un nuage au bout, et c'était j'avais appelé ça l'échelle à mesurer le poids de la grâce. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, cette notion d'équilibre. Évidemment, quand j'ai dit tout à l'heure que les dessins, c'est des petits problèmes qu'on se pose à soi-même, et on essaye de résoudre un équilibre en fonction d'une page blanche. Est-ce que ça tient ? Est-ce que ça tient pas ? Est-ce que le déséquilibre est... C'est-à-dire que ça reste, et vous le savez, enfin vous qui dessinez le savez autant que moi, ça reste la preuve de la vie, le dessin. C'est un trait. Si vous regardez la peinture chinoise, j'ai pas parlé de la peinture chinoise, mais évidemment c'est un de mes sujets en ce moment, enfin depuis au moins 7-8 ans. Une peinture du XIe siècle est vivante. On voit le geste, l'élan. Donc, comment réussir à garder ce petit bout d'instant ? Voilà. J'ai mal répondu, j'ai fait exprès.